Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Ah, c'est bon, j'en ai un. Allô, à l'huile. Donc, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette session Sonos d'aujourd'hui qui est un peu différente de ce que nous avons pu voir depuis les trois derniers jours. Euh, Peut-être que la première intervenante est déjà en ligne. Elle va nous parler de la fièvre de la vallée du Rift, point de vue du veto. Donc, docteur Laure Domergue, à vous la parole. Oui, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, très bien, Laure, tu peux y aller. On peut y aller. Alors, est-ce que je partage mon écran ou est-ce que c'est fait directement par vous? Non, tu peux partager ton écran. Je partage mon écran. Alors, Bon, en tout cas, on est vraiment très content d'accueillir. Là, on a une super session zoonose avec vraiment des intervenants très pointus, chacun dans leur domaine. Laure aurait dû être là. C'est une intervention qu'on avait déjà anticipée et imaginée lors du colloque de l'année dernière. Quand on s'était rencontrés, elle était présente. Et normalement, Laure, c'est une Mahoraise, mais qui exceptionnellement est en métropole, mais qui a bien voulu quand même faire son intervention à distance. Et on continuera à par... partager mon... J'arrive pas à partager mon écran. Comment ça se fait? Sinon, je vais partager l'écran entier. On va voir si ça peut marcher. Est-ce que vous voyez mon écran ou pas? Non, on te voit toi. Vous voyez moi. Ah, je partage, voilà, hop. Présentation. Et normalement, si je fais lire, hop, ça partage. Super. Et ça, on va le réduire. Et là, on te voit et toi et ton topo, c'est absolument parfait. Ouais, faut que je retrouve ma souris pour faire dégager ce petit truc-là. Alors nous, c'était bien et c'est de nouveau moins bien là. Nous, on avait bien le truc en plein écran et là, c'est de nouveau le... Voilà. Voilà, parfait. Est-ce que c'est bon? Nickel. Impeccable. À toi de jouer. Donc bonjour à tous, je vais vous parler du point de vue du vétérinaire sur la fièvre de la vallée du Rift à Mayotte. Donc moi je suis Laure Domergue, je suis vétérinaire, épidémiologiste. Donc on va dire que j'ai bossé pendant une petite dizaine d'années en tant qu'épidémiologiste et maintenant je bosse en tant que vétérinaire dans un des deux cabinets vétérinaires de Mayotte. Donc je vais commencer par un petit rappel sur la fièvre de la vallée du Rift. Déjà c'est une zoonose, c'est-à-dire c'est une maladie qui se transmet entre les animaux et les humains. Les animaux concernés, c'est tout ce qui est ruminant. Donc en Afrique, ils ont les dromadaires. Nous, on a tout ce qui est bovin, donc les vaches et les zébus, chèvres et moutons. Et c'est une arbovirose, donc c'est un virus qui se transmet par les piqûres de moustiques. Il y a tout un tas de moustiques qui sont vecteurs et qui sont présents à Mayotte. La particularité de la fièvre de la vallée du Rift, c'est que peut se transmettre par piqûre de moustiques, mais aussi par contact avec des animaux malades, en particulier des fluides, par exemple. Tous les jus dans le cas d'avortement ou des trucs comme ça peut contaminer les humains. Ou alors quand on abat un zébu, quand on le saigne, il y a du sang qui gicle et ça peut être une voie de contamination aussi pour les êtres humains. Les signes cliniques chez les animaux, donc ce qui est décrit dans la littérature, c'est des vagues d'avortement, donc tout plein de vaches qui se mettent à avorter en même temps, jusqu'à 100% de mortalité chez les nouveau-nés. Et chez les adultes, c'est assez peu spécifique. Il y a de la fièvre, le nez, les yeux qui coulent, de la diarrhée hémorragique, abattement et baisse de production laitière. Ça, n'importe quelle vache qui a de la fièvre, sa production laitière va baisser et elle ne sera pas en forme. Et de la jaunisse, c'est décrit aussi chez les adultes. Ensuite, je pense qu'on n'est pas très nombreux à être dans le domaine de la santé animale à Mayotte dans la salle, donc je vais vous présenter un petit peu ce que c'est que le travail d'un veto en brousse à Mayotte.
Donc 80% du boulot, c'est ce qu'on appelle la prophylaxie. Donc la prophylaxie, c'est principalement deux choses. Une campagne de vaccination contre le charbon symptomatique. Donc le charbon symptomatique, c'est une clostridie. Pourquoi le charbon symptomatique? Parce qu'en fait, c'est une maladie qui a été introduite à Mayotte en 96. Ça a décimé à peu près un tiers du cheptel à cette époque. Et donc c'est une maladie qui traumatise encore les éleveurs. Donc quand on leur propose cette vaccination, bah, c'est quelque part c'est une porte d'entrée dans l'élevage. Ils sont motivés, ils en ont encore peur. Donc on va dire que c'est un service qu'on leur rend et qui les motive pour attacher leurs zébus, et bah voilà, pour faire l'effort de nous recevoir. Et dans la prophylaxie, on fait aussi des prises de sang. Donc vous voyez sur l'image en haut à gauche une prise de sang sur un zébu, ça se fait généralement à la queue. Sur les petits ruminants, on fait ça plutôt à la jugulaire. Et bah c'est pas facile, ça nécessite quand même pas mal de contention. Donc selon le contexte, selon la quantité, selon le matériel la quantité de matériel disponible, ben il faut être plusieurs, quoi. Et ces prises de sang, donc elles sont gardées pour généralement faire de la sérologie. Ce qui est obligatoire, on va dire au niveau national, c'est la recherche de brucellose, sérologie brucellose. On n'en a jamais trouvé à Mayotte, mais bon, c'est ce qui est demandé par la France. Et la plupart des années, selon le budget, selon la volonté des uns des autres, on s'en est servi aussi pour suivre justement la fièvre de la vallée du Rift. Cette prophylaxie, elle est subventionnée par la DAF, donc les éleveurs ne payent pas grand-chose là-dessus, et c'est vraiment ça qui permet le maintien du maillage sanitaire. C'est-à-dire qu'avec les 2 cabinets vétérinaires, on arrive à faire peut-être 1500, 2000 élevages par an sur les 3-4 000 détenteurs d'animaux, d'animaux de production à Mayotte. Donc c'est vraiment ça qui permet qu'il y ait des vétérinaires sur le terrain, qu'il y ait des voitures pour emmener ces vétérinaires sur le terrain, et qu'on garde un œil sur les animaux, qu'on voit à peu près le tout venant, quelle tête ils ont, s'il y avait une maladie qui arrivait. C'est quand même ça qui nous permet d'aller dans beaucoup d'élevages et de voir beaucoup d'animaux. Et s'il y avait une introduction d'une maladie, probablement que c'est quand même par là que ça passerait. Parce que le 20% qui reste, c'est les soins. Et donc les soins, alors quand on est vétérinaire, là moi depuis quelques jours de congrès, là j'entends parler de laboratoires d'analyse de PCR multiplex, de résultats qui sont donnés en combien de minutes. Le véto en brousse à Mayotte, il a ses 2 bras, ses 2 jambes, ses yeux, un stéthoscope, un thermomètre, et puis voilà quoi. Donc le premier motif de consultation, c'est ce qu'on appelle un syndrome grippal qui n'a évidemment rien à voir avec les virus influenza. C'est un peu la vache qu'on voit en haut à gauche, une vache qui va pas trop bien, elle a de la fièvre, elle a parfois le nez, parfois les yeux qui coulent, parfois elle est tellement faible celle-ci qu'elle n'arrive pas à se relever depuis plusieurs jours. Une vache qui n'arrive pas à se relever depuis plusieurs jours, souvent elle fait un syndrome d'éloge, donc en fait après elle se relève plus jamais. Donc même si elle est guérie de ce qu'il a couché au départ, ça arrive souvent des vaches qui sont mortes guéries parce qu'elles n'arrivent plus à se relever. Et ça c'est le premier motif de consultation, et généralement on n'a pas de diagnostic. On suspecte qu'il y a plein de virus qui sont impliqués là-dedans, certains qui sont spécifiques aux bovins, potentiellement des virus zoonotiques comme la fièvre de la vallée du Rift, mais le diagnostic, en gros, il n'est jamais fait. Ensuite, il y a pas mal de dermatologie. Donc en haut à droite, on voit de la dermatophilose, donc ça c'est une bactérie, Dermatophilus congolensis, qui fait des croûtes. En dessous, en bas à droite, de la démodécie, donc ça c'est Demodex bovis, un parasite. Au milieu en bas, une infestation par les tiques, donc là il y a un problème de spoliation sanguine, et puis en plus, ça, avec les petites plaies que ça fait, ça favorise tous les autres problèmes de peau, donc ça c'est vraiment des motifs de consultation assez fréquents. Et ensuite, on a aussi tout ce qui est problème de vélage, mise bas. Derrière, il y a parfois des avortements, parfois des métrites, des mammites, donc des infections de la mamelle, ça c'est aussi assez fréquent. Et ensuite, tout ce qui est plaies et bosses. Tout ce qui est soins, c'est à la charge des éleveurs. Sauf qu'à la charge des éleveurs, le vétérinaire, il se déplace en 4x4, il y a le temps de trajet, il y a un peu de route, ensuite il y a un peu de piste, ensuite il faut marcher à pied, donc c'est long. Et ensuite, il n'y a pas de sécurité sociale pour payer les médicaments, donc une vache qui fait 300 kilos,
et ben, tout de suite, ça coûte beaucoup plus cher qu'une consultation remboursée par la sécurité sociale et une boîte de Doliprane à la pharmacie, quoi. Donc, les éleveurs, on parlait de renoncement aux soins, bah, c'est quand même très, 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 très fréquent à Mayotte. Et c'est pour ça qu'on compte beaucoup sur la prophylaxie pour l'épidémiosurveillance et la vigilance vis-à-vis de l'introduction de nouvelles maladies à Mayotte. Il y a un acteur qui est hyper important dans la santé animale à Mayotte, c'est le groupement de défense sanitaire. Donc là, je ne sais pas si mon collègue est dans la salle. Donc c'est de l'autre côté du parking, là, au PER. On est vraiment voisins. Donc le GDS, j'ai mis une petite photo qui est un peu vieille, hein, mais normalement, si vous sortez dehors, vous allez reconnaître quand même les containers et le hangar qui est derrière. Donc le groupement de défense sanitaire, c'est une association d'éleveurs. Il y en a une dans chaque département ou dans chaque région. Et c'est une association qui est reconnue par l'administration. Il y a un titre qui est organisme à vocation sanitaire. Ça veut dire que c'est l'interlocuteur unique de l'administration pour tout ce qui est question de santé animale au niveau politique publique. Donc si l'administration veut savoir l'avis des éleveurs sur telle ou telle campagne de surveillance, de prévention, de lutte, il s'adresse au GDS. Et donc le GDS a vraiment son rôle, c'est vraiment le représentant des éleveurs pour la stratégie sanitaire au niveau du département. Et le GDS peut se voir confier des missions par l'administration. Donc typiquement à Mayotte, le GDS, on va dire, se fait, pour simplifier, se fait confier 2 missions. Sur la vaccination charbon, c'est eux qui vont contrôler, qui vont compter le nombre de vaches ou le nombre d'élevages qu'on a vacciné. C'est eux qui vont vérifier quel vétérinaire a vacciné quelle vache. C'est eux qui vont vérifier qu'une vache ou un élevage se fait pas vacciner 3 fois dans l'année, etc. C'est eux qui vont faire ça. Deuxièmement, au niveau logistique, à Mayotte, c'est le GDS qui va collecter pour toute la prophylaxie les prises de sang dans les cabinets vétos, qui va centrifuger, qui va conditionner les prélèvements et ensuite qui va envoyer dans les bons labos selon les analyses qui sont demandées. Et en tant qu'organisme un petit peu stratégique, qui a à la fois accès au terrain, qui a à la fois accès aux éleveurs, qui a accès à un certain nombre de données, le GDS a aussi un rôle et c'est aussi un interlocuteur pour tout ce qui est organisme de recherche. Donc, et ça, dans tous les départements de France, c'est comme ça. Mais à Mayotte, on ne travaille pas exactement sur les mêmes maladies qu'en métropole, et donc il y a pas mal de recherches qui s'est fait en partenariat avec le GDS et sur la fièvre de la vallée du Rift. Donc ça me fait la transition avec la diapo suivante. Donc je vais vous présenter d'abord 2 articles qui commencent à dater un petit peu. Le premier, il a été publié en 2016 donc par Raphaël Métra, c'est elle qui a fait le plus gros de la recherche sur la FVR à Mayotte, et en tout cas le plus intéressant. Et elle était à l'époque à la London School of Hygiene and Tropical Medicine, maintenant elle est à l'INSERM, enfin elle continue de s'intéresser à nous, c'est super. Donc le premier article qu'elle a publié en 2016, elle a compilé toutes les données qui étaient dispo en sérologie Rift animale pendant 11 ans, donc de 2004 à 2015. Et ce qu'on voit, donc c'est le graphique qui est juste en dessous. Vous voyez la courbe, donc il y a données de sérologie puis données météo. Les points rouges là avec les intervalles de confiance, c'est tout ce qui est séroprévalence, donc prévalence des anticorps IgG. Et donc il y a eu un gros pic en 2008-2009 qui montre qu'il y a bien eu une épidémie en 2008-2009 chez les bovins à Mayotte, où on a eu jusqu'à 40% d'animaux qui avaient des IgG, environ 40%, alors que rien ne s'est vu cliniquement. On a juste vu quelques cas humains en 2009, et donc rétrospectivement on avait cherché dans les banques de sérum, et donc ça confirme qu'il y a bien eu cette épidémie. Et ça montre aussi que ensuite la prévalence IgG elle a diminué, et fin 2015 il y avait plus qu'à peine 10% du cheptel qui avait des anticorps IgG. Dans cet article, elle montre aussi que ce qui est intéressant, c'est de voir la prévalence par classe d'âge. Donc en 2008-2009, toutes les classes d'âge, que les animaux aient 1 an, 2 ans, 3 ans ou 10 ans, ils avaient tous à peu près 40% de séroprévalence. En 2016, il n'y avait plus que des vieux animaux qui étaient positifs.
Donc des animaux nés en 2012, 13, 14, 15, il n'y en a pas un qui avait des anticorps contre la fièvre de la vallée du Rift. Donc ça, c'était une super synthèse des données, puis c'est toujours comme ça qu'on étudie maintenant, qu'on présente les données de sérologie Rift, c'est-à-dire séroprévalence annuelle en prenant en compte une année, une année épidémiologique de juillet à juin pour avoir la saison des pluies au milieu de l'année, et on étudie toujours la séroprévalence par classe d'âge. Et ensuite, l'année suivante, en 2017, à partir de tout ça, elle a fait un modèle, donc un modèle classique, un SEIR. Et ce qui est intéressant sur les courbes qu'on voit sur la droite, donc à chaque fois en noir et gris, là, c'est la séroprévalence. Donc le modèle, il a été calibré justement sur les données, les anciennes données, et il y a des données, il y a ce qui est calibration du modèle, et ensuite il y a ce qui est prévision. Donc en haut à droite, ça montre que en 2000, s'il se passe rien, en fait la fièvre de la vallée du Rift, elle réémerge pas chez les ruminants. Ça réapparaît jamais. Par contre, le deuxième graphique à droite, le deuxième et le troisième, si on apporte 40 animaux infectieux, donc là, s'il faut apporter vraiment 40 animaux, et ben on peut déclencher une épidémie. Et chez les animaux, c'est-à-dire on réaugmente la séroprévalence. Là, c'est même de l'incidence mensuelle. Donc on peut redéclencher une épidémie qui ne sera pas forcément exactement au même moment, selon le moment où on importe les animaux. Importer 40 animaux infectieux, ça paraît beaucoup, mais en fait, on ne sait pas combien sont importés d'animaux, parce qu'effectivement, officiellement, il n'y a jamais d'animaux qui sont importés à Mayotte, c'est interdit, ou alors il y en a qui viennent de métropole, mais ceux de métropole, c'est pas eux qui vont amener la Rift. Mais il y a quand même des animaux qui viennent dans les Kwassa, des chèvres, des moutons, des vaches, plus souvent des chèvres et des moutons que des vaches. Et ben ça, on en attrape 10, 15, 20 par an, mais on ne sait pas combien passent entre les mailles du filet. Ceux qui sont attrapés sont euthanasiés, mais ceux qui ne sont pas attrapés, il peut en arriver. Voilà. Donc là, en 2017, elle montre que en important des animaux, si on fait rien, dans un modèle qui prend en compte que les animaux, pas les humains, s'il se passe rien, la fièvre de la vallée du Rift ne réémerge pas. Si on importe 40 chèvres avec de la Rift, on redéclenche une épidémie chez les animaux. Donc pendant ce temps-là, sur le terrain, en 2018, il se passe rien. Il se passe rien, c'est-à-dire que, comme je vous disais, on fait pas beaucoup de soins, parce que les éleveurs ne nous appellent pas trop. Tous les mois, dans toute l'année 2018, on a eu entre 2 et 4 déclarations d'avortement. Alors quand je dis avortement, quand c'est des ruminants, des animaux en règle générale, c'est des avortements spontanés, c'est des fausses couches, c'est pas des avortements qu'on déclenche. Donc il y a 2 à 4 déclarations par mois. Mais alors pour qu'il y ait une déclaration, il faut déjà que l'animal avorte. Une fois qu'il a avorté, il faut que l'éleveur s'en rende compte. Parce que s'il arrive le lendemain et que l'avorton a été mangé par un chien et que la vache a mangé sa délivrance, qu'elle délivre bien, qu'elle est en bonne forme, elle va pas forcément s'en rendre compte s'il ne sait pas que la vache était gestante. Une fois qu'il s'en rend compte, il faut qu'il appelle le vétérinaire, parce que si la vache va bien et que le veau est déjà mort, quel intérêt de payer une consultation? Une fois qu'il appelle le vétérinaire, normalement, le vétérinaire se déplace, sauf exception. S'il y a peut-être plein d'urgences, il n'est pas sûr qu'on fasse passer l'avortement d'abord. Mais normalement, il se déplace. Et une fois qu'il se déplace, il faut qu'il fasse la déclaration. Faire la déclaration, ça veut dire faire une prise de sang, remplir tout un tas de papiers, transmettre la prise de sang. Et donc là, c'est pareil, une fois qu'on est au fin fond de la brousse, si on a oublié les tubes de sang, on ne fait pas la prise de sang et on ne déclare pas l'avortement. Voilà, donc très peu de déclarations d'avortement par mois. Et au niveau des symptômes grippaux, rien d'anormal. Il y a toutes les fins de saison des pluies, il y a une sorte d'épidémie où il y en a plus, et puis après ça se calme, mais il y avait rien de bizarre d'après les vétos en 2018. Du côté du GDS, qui analysait les données à l'époque on faisait quand même la séroprévalence Rift,
du côté du GDS, au deuxième semestre, on a vu une légère augmentation de la séroprévalence IgG, donc comme vous voyez sur le graphique en bas à droite. Et en allant regarder, donc là on s'est dit, bon, l'échantillonnage devait être mal fait, on devait voir peut-être c'était que des vieux animaux, allons voir ça. Non, c'était pas que des vieux animaux, puis en plus on a trouvé 3 animaux dans le lot, je sais plus combien il y en avait, qui étaient positifs en IgG, c'était en août 2018, et l'année précédente ou 2 ans avant, il se trouve qu'on avait déjà le même animal, on peut les identifier avec des boucles aux oreilles, ils étaient pas positifs ils étaient négatifs en IgG l'année précédente. Donc on commence à se dire que peut-être il se passe quelque chose. Évidemment, on alerte l'administration, on alerte le CIRAD, etc. Ils nous disent non, la sérologie, c'est pas le virus. Entrez chez vous. Bon. En décembre 2018, il y a quand même une alerte. Et donc là, c'est là qu'on voit que c'est important que les gens se connaissent un petit peu. Donc moi, je travaillais au GDS à l'époque. Et là, quelqu'un qui travaillait à Santé publique France, on s'était déjà rencontrés et elle connaissait... on savait qu'on travaillait plus ou moins sur diverses maladies, mais enfin, il n'y avait pas d'alerte, il n'y avait rien du tout. Donc là, elle m'appelle et elle me dit, bon, est-ce que vous surveillez encore la fièvre de la vallée du Rift à Mayotte? Je dis, oui. Et donc, bref, la conclusion de la discussion, c'est qu'à ce moment-là, il y avait un cas humain qui était confirmé et que nous, chez les animaux, il y avait cette augmentation de la séroprévalence, mais on n'avait rien vu du tout. Donc là, c'est là que tout a commencé à s'enchaîner et on a réussi à faire une réunion santé humaine, santé animale. Je vous ai dit une petite minute Père Noël parce que cette réunion, c'est le Père Noël et le jour de l'an, donc on a vraiment eu de la chance que en congé à l'époque, parce que c'était quand même le moment où tout le monde aurait pu être en congé. Le temps qu'on organise la réunion, il y avait déjà d'autres cas humains, mais il n'y avait toujours rien de visible chez les animaux. Donc à cette réunion, il y avait la DAF, donc l'administration côté animal, il y avait des représentants des 2 cabinets vétérinaires, il y avait le GDS, il y avait des gens de l'ARS et il y avait des gens de Santé publique France. La conclusion pour le côté animal, parce que pour le côté humain, on va dire qu'il y avait des procédures qui étaient déjà en cours, c'est qu'il faut qu'on cherche un petit peu plus activement tout ce qui est avortement dominant, puisque c'est ce qui est décrit comme signe clinique chez les bovins, c'est des vagues d'avortement. Et on s'est dit pourquoi pas tester en anticorps, donc on cherchait plutôt les IgM, les anticorps qui arrivent qui arrivent au début et qui restent pas très très longtemps, sur les animaux qu'on pourra prélever autour des cas humains. Donc ça c'est la conclusion de cette première réunion, de ce qu'on devrait faire côté animal. Bon, évidemment, c'est pas si simple, parce que en termes de labo, déjà, le LNR, donc le LNR, c'est Laboratoire National de Référence, c'est la même chose que le CNR, mais pour les maladies animales. Donc le LNR Rift, qui est à La Réunion, ils étaient en vacances jusqu'à fin janvier. Donc là, on était à Noël, dans des activités, on fait mieux. Donc là, on remerciera jamais assez Louis Collet, LCHM, qui a été OK pour tester des animaux en PCR au labo de l'hôpital. Et sérologie, sérologie ça attendra, mais c'est pas pour ça qu'on peut pas faire les prélèvements directement. Et donc pour tout ce qui est terrain, localiser les animaux autour des cas humains, c'est pas si facile que ça, et trouver les animaux, c'est pas si facile que ça. Donc localiser précisément les cas humains, ça nécessite de la communication, des points GPS. Voilà, c'est pas simple. Et ensuite localiser les animaux, quand vous voyez la photo en haut à droite, ça c'est quand même hyper classique, à Mayotte, des chèvres qui se promènent sur le bord de la route. Qui a été en contact avec cette chèvre, on n'en sait rien. Et cette chèvre, est-ce qu'elle a été en contact, on n'en sait rien. Et puis à qui elle appartient, on n'en sait rien. Et dans les quartiers un peu de Banga, tout ça, on voit les ébus qui sont en bas à droite. Là, ça c'est dans des quartiers sur une hauteur de Nsapere ou de Sunzu, ou je sais plus où. C'est pas si facile que ça. L'accessibilité est pas si simple que ça. Mais bon, on a pu voilà. Et on l'avait dit, donc grâce au CHM, on a pu commencer le boulot et essayer de faire des analyses. Donc le premier cas suspect animal, évidemment c'était un vendredi parce que quand c'est en début de semaine, ça serait quand même trop facile.
Et donc là, c'est dans un des deux cabinets veto. Le veto m'appelle, moi j'étais au GDS. Hein. Le veto m'appelle, il me dit ah, on a deux animaux qui ont un syndrome, enfin qui ont la grippe là. C'est dans le même élevage et il y a une vache qui est proche du terme et l'éleveur craint un avortement. Nous on cherchait les avortements, pas les vaches qui avaient la grippe. C'est pas ça qui est décrit comme le plus caractéristique de la rift. Et un taureau. Alors, donc moi j'étais au GDS, je me dis mais mince, comment je vais faire? On a dit qu'on pouvait faire des prélèvements, il faut qu'on fasse des prélèvements. Le CHM, si on lui apporte les prélèvements, bah, c'est le vendredi entre 13h et 15h. Allez, je dépose la vache, parce que la vache, c'est logique qu'elle avorte, et je dépose pas le taureau, parce que le taureau, c'est pas possible qu'il ait avorté. On dépose l'échantillon de la vache, je dépose l'échantillon de la vache au CHM, et ben voilà, impec, premier essai, première PCR positive, touché coulé, sauf qu'en réalité la vache n'avait pas avorté. Et donc là, là on revient à zéro parce qu'on se dit heureusement qu'on l'a testé celle-là et vraiment merci au CHM, mais en termes de signes de suspicion clinique, on s'était complètement planté en lisant la littérature où la première chose qui devait apparaître c'est les avortements. À Mayotte, une vague d'avortement dans un élevage où il n'y a que 2 vaches, dont une seule est gestante, on n'aura jamais une vague d'avortement. 100% de mortalité chez les jeunes, pareil, quand il y a un veau, on a tout de suite 100% de mortalité, mais ça choque pas en fait, enfin ça choque pas. C'est toujours désagréable quand il y a une vache qui avorte ou une vache ou un veau qui meurt, mais on verra pas la différence entre un avortement standard et une vague d'avortement de rift. Donc on a rajouté ce syndrome grippal, là, ce fameux syndrome grippal, dans les signes de suspicion qui devait faire penser à la rift et qui devait mener à un prélèvement et mener à une analyse. Donc après, ça a permis ce qui a été intéressant dans cette épidémie qui a commencé fin 2018, qui s'est continué en 2019, c'est qu'on a pu quand même suivre cette épidémie de manière conjointe avec en côté santé humaine, santé animale. On se mettait d'accord donc avec un peu toujours les mêmes personnes en réunion sur les messages qu'on allait passer. Les communiqués de presse, ils étaient signés ARS et DAF. Les messages de prévention, ils étaient signés ARS, mais en réalité, ils étaient vraiment conçus avec tout le monde. Et il y avait des points de situation et des cartes des foyers qui étaient pareil, ces cartes-là, elles étaient faites à la DAF, mais on mettait les cas humains et les cas animaux dedans. Donc on dit les cas humains parce qu'un humain égale un cas, et les foyers animaux parce que les élevages, on les compte les animaux, on les compte par élevage. Donc quand il y a un élevage atteint, c'est un foyer qui est une vache ou 2 ou 3 ou 2 vaches et une chèvre dans le même élevage. Donc les animaux, on compte toujours en foyer, jamais en animaux. Ça nous a permis de faire aussi les courbes épidémiques, de voir que c'était à peu près parallèle. Donc à gauche, c'est la courbe épidémique qui a été publiée chez les humains avec les cas humains. À droite, je vous ai mis une courbe épidémique des avortements. Alors j'ai pas celle des syndromes grippaux, mais bon, c'est pas si facile que ça. Il y en a qui avaient la grippe et qui ont avorté. Enfin, il y a pas mal de trucs qui ont été faits, mais tout n'est pas simple à compter. Et donc ce qui est amusant, c'est qu'on voit que vraiment fin 2018, donc semaine 49, 50, 51, on a encore que quelques avortements déclarés. Ensuite, ça augmente de manière exponentielle jusqu'à en semaine 9. Là, on a eu 20 avortements qui ont été déclarés cette semaine-là. Tous les rouges, ça veut dire qu'ils sont positifs en PCR Rift. Et en fait, la courbe des déclarations, elle a mis du temps à baisser. Parce qu'en fait, petit à petit, les gens, c'était les éleveurs, avec toute la communication qui a été faite, les éleveurs étaient vraiment sensibilisés à la déclaration des avortements, sauf qu'après, l'épidémie était finie ou quasi finie, donc ils étaient plus, c'était des avortements négatifs, c'est des avortements normaux, habituels des animaux. Et donc on voit bien que les déclarations habituelles qu'on a d'avortement, de 2 à 4, 5 déclarations d'avortement par mois, c'est une sous-déclaration complète. Puisque là, même en semaine 19, 20, il y en a quelques-uns qui étaient rift, mais il y en a quand même 10 de plus qui n'étaient pas de la rift et des vaches qui avortaient quand même. Enfin, vaches ou chèvres ou moutons. Voilà. Après, Raphaël Metra, là, elle a fait aussi de la recherche
avec toutes ces données qu'elle avait, en partie grâce à Santé publique France ARS, mais aussi grâce au GDS, elle a pu faire de la recherche quasiment en temps réel, parce que ça a été c'était publié en 2020, mais enfin c'était vraiment quand même très 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 proche de l'épidémie. Donc toujours des modèles. Et là, dans cet article, elle a montré deux choses. Et donc là, ça commence à être des articles vraiment communs homme-animal. Donc en faisant l'hypothèse qu'à peu près 30% de la population à Mayotte était en contact avec des ruminants, il y avait 55%, donc à peu près moitié-moitié, des cas qui étaient liés à une transmission vectorielle et moitié des cas qui étaient liés à des contacts avec les ruminants. Donc ceux qui sont en contact avec les ruminants, ils ont un petit peu plus de chances de se faire contaminer, mais au final, les cas, c'est quand même du 50%, 50-50 à peu près, en faisant cette hypothèse que 30% de la population de Mayotte était en contact avec les ruminants. Et donc ça, c'est hyper important pour les messages de prévention. Ça veut dire que le message de prévention RIFT, dans le cas de Mayotte, sous cette hypothèse, il faut faire des messages à la fois sur la transmission vectorielle, à la fois sur les mesures de biosécurité quand on manipule des animaux, ou au moins des animaux malades. Elle a mesuré aussi, elle a modélisé aussi ce que ça ferait de faire une campagne de vaccination des animaux sur la taille d'une épidémie humaine. Donc, ça c'est la courbe qu'on voit à gauche. Donc, sans intervention sur les animaux, il y a la courbe rouge qui est l'épidémie humaine. Si on vaccine, et ensuite toutes les autres courbes, c'est si on vaccine livestock, les animaux, selon la date où on vaccine et selon le nombre d'animaux qu'on réussit à vacciner. Et donc, si on arrivait très rapidement, dès le début, dès la déclaration du premier cas humain en décembre, à vacciner beaucoup de zébus, on arriverait, selon les modèles, à faire diminuer la taille de l'épidémie humaine. Toute la difficulté, c'est de réussir à l'élevage et de réussir à vacciner suffisamment d'animaux. Et de toute façon, il n'y a pas de vaccin. En tout cas, il n'y a pas de vaccin disponible en Europe en ce moment. Laure, on boit tes paroles. Et ça montre que on a déjà certaines interventions sur les animaux pourraient diminuer la taille d'une épidémie humaine. Laure, c'est passionnant. Donc après, qu'est-ce qui s'est passé? Laure, tu m'entends? Progressivement éteinte au cours de l'année 2019. Cette épidémie de Rift, elle est hyper intéressante à suivre, et voilà, c'est très bien, mais en fait, ça a vachement bloqué tous les autres travaux de recherche en santé animale, parce que tous les labos avec lesquels on travaillait, généralement en métropole, sur des maladies strictement animales, ne voulaient pas recevoir nos échantillons parce qu'ils ne voulaient pas risquer d'avoir de la FVR dans leur labo. Donc ça a tout mis en stand-by, et ensuite, une fois que ça a fini par être mis en stand-by, il y a le Covid qui a continué cet arrêt des travaux. Donc finalement, ça n'a quand même pas été... ça a un peu éclipsé tous les autres travaux qu'on faisait en santé animale. Laure, tu m'entends ou pas? Donc actuellement, on est revenu en période interépidémique. Donc là, je vous ai remis les courbes de prévalence, donc c'est prévalence IgG, le pourcentage d'animaux tout venant de la prophylaxie là, qui ont des anticorps. Et c'est hyper difficile, nous, du côté animal, de financer le suivi d'une maladie qui a disparu, parce que probablement... elle a quand même vraiment, entre guillemets, disparu toute seule, comme elle s'est éteinte toute seule après l'épidémie de 2008, et dont la surveillance en continu n'est pas prévue par l'Union européenne. C'est-à-dire que nous, l'administration, la DAF, ils nous disent, oui, mais nous, ce qu'on doit surveiller avec la prophylaxie, c'est la brucellose. La brucellose, il n'y en a pas à Mayotte, mais on s'en fiche. Et ça risque pas d'arriver. Enfin, ça risque pas d'arriver. Ça peut arriver, mais c'est quand même... on va dire que le risque est moins important que la Rift. Voilà, donc à chaque fois il faut se battre, à chaque fois il faut trouver des astuces. Vous voyez là sur la période 2022-2023 la taille des intervalles de confiance qui augmente parce que on a pu tester beaucoup moins d'animaux et donc on est beaucoup moins sûr et on est beaucoup moins précis dans le suivi ces dernières années. Laure, il va falloir conclure, je ne sais pas si tu m'entends. Normalement, 2025, on devrait pouvoir relancer quelques analyses sérologie Rift. Donc les perspectives, c'est de continuer à suivre la Rift malgré les difficultés administratives, financières. On aimerait bien mieux comprendre les syndromes grippaux, mais qui sont parfois des zoonoses comme la Rift, beaucoup des maladies
des maladies strictement animales, mais comme on n'a pas trop d'outils de diagnostic, et ben c'est vachement difficile de mieux les comprendre. Et après, ben, ça serait hyper intéressant de creuser d'autres zoonoses qui sont présentes à Mayotte, donc fièvre Q, leptospirose, mélioïdose, toutes les idées sont bonnes à prendre. Le GDS, comme je vous disais, il est de l'autre côté de la route, enfin de l'autre côté du parking. Et voilà, et donc je partirai, je mettrai quand même dans ma dernière diapo le mot One Health, parce que c'est un mot-clé. Mais voilà, en tout cas, c'est vraiment le suivi de cette épidémie en 2018-2019, ça a vraiment été un exemple de la manière de fonctionner en One Health, et comme quoi c'est possible, c'est au moins possible sur un petit territoire, c'est au moins possible sur une épidémie ponctuelle, mais il faut continuer, et en tout cas c'est super intéressant, je pense, pour tout le monde. Voilà, ben merci de votre attention, merci à tous les gens aussi qui ont bossé sur le sujet et qui continuent à travailler sur le sujet, parce que évidemment, j'ai pas fait ça toute seule. Et voilà, et donc je suis disponible pour répondre à vos questions, s'il y en a. Merci beaucoup. Est-ce que tu nous entends? Oui, très bien. D'accord. Parce que j'ai essayé de t'interrompre une ou deux fois, parce qu'on était un petit peu en retard, mais j'ai pas réussi. Merci, vraiment merci beaucoup. C'est passionnant et c'est vraiment, c'est vraiment rigolo de comparer nos trajectoires entre nous, médecins humains, avec des réactions quand il y a un phénomène épidémique, et puis vous vivez un peu la même chose, sauf qu'en général nos patients ils sont pas vautrés dans la boue globalement, même si ça arrive. Et moi j'ai plein de questions, mais je vais plutôt laisser la parole à la salle. Bonjour, merci pour votre présentation. Moi, j'ai une petite question sur votre ouverture sur la leptospirose, pour savoir si vous connaissez la couverture vaccinale et l'efficacité de la vaccination à La Réunion et à Mayotte, chez les mammifères, les chiens par exemple. Alors, vaccination leptospirose, on le fait c'est fait chez les chiens uniquement, pas chez les chats ni chez tout ce qui est animaux de production. Et moi, je dirais, en tout cas à Mayotte, tous les chiens qui sont vaccinés leptospirose. Mais quelle est la proportion de chiens vaccinés, ça j'en ai pas la moindre idée. Et d'autre part, les sérotypes de vaccination, les sérotypes qui sont dans les vaccins chiens n'ont rien à voir avec les sérotypes qui circulent ici. Et donc, quelle est l'efficacité de la protection? C'est encore une bonne question. Merci. Et une autre question, j'ai vu pas mal de chiens avec des pattes cassées à Mayotte, errants. Il n'y a plus de service de fourrière pour les euthanasier. C'est qui s'occupe de tout ça à Mayotte? Eh ben, ça recommence là depuis les opérations Place Nette, anti-délinquance. Il y a quelques associations qui récupèrent un petit peu des chiens, et là, voilà, il y a une fourrière qui est remise en place. Il y a eu une opération de capture je sais pas, ils ont trouvé 10 chiens en une opération, mais il se passe pas grand chose en réalité à Mayotte. Merci beaucoup pour l'histoire très bien racontée. C'est Pierre Tadevin là, de Rennes, en maladies infectieuses humaines. Est-ce qu'on a des données sur l'épidémiologie dans les îles voisines, puisque probablement c'est quand même par là que ça passe, donc le suivi de la prévalence à côté pourrait aider à mieux anticiper? Oui, il y a quelques enquêtes de séroprévalence qui sont menées généralement par le CIRAD aux Comores. Alors c'est parcellaire, ça dépend des îles, ça dépend des années. Mais pareil, il y a même des modèles qui ont été faits de transmission inter-îles. J'en ai pas parlé là parce que c'est plus complexe et que voilà, mais il y a des données, puis il y a des données publiées sur l'épidémiologie dans les îles voisines, dans le bétail. Il y a Patrick Girardin en ligne qui a levé la main virtuellement. Oui, bonjour. Bonjour, Patrick Girardin, épidémiologiste à l'île de la Réunion. Je me demandais en fait si avec la récurrence de ces épisodes aussi, et comme toutes les zoonoses, je suppose que c'est une maladie qui est majoritairement asymptomatique tout de même. Est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de faire une enquête de séroprévalence en fait chez l'homme pour lancer un coup de sonde en fait à Mayotte et un peu circonscrire les zones qui sont les plus à risque, parce que la sérologie en fait, la protection doit être longue, durable, et donc connaître un peu peut-être les zones où la séroprévalence est plus importante permettrait peut-être d'évaluer le niveau de risque en fait.
Alors, il y a deux aspects dans la réponse à cette question. Premier aspect, il y a eu une grande enquête sérologique à Mayotte là, qui s'est faite justement sur la fin de l'épidémie de Rift. Donc, il y a des données, puis je crois qu'il y a justement des données qui ont été publiées sur la reconstitution de cette épidémie chez l'homme grâce aux données séroprévalence. Et deuxièmement, l'histoire de zones à Mayotte. En fait, Mayotte, c'est tellement petit que, je veux dire, si on faisait Mayotte sur la France, c'est un pixel, quoi. Donc le nord, le sud, les gens bougent, ils habitent à Kanikeli, ils vont travailler à Mamoudzou. Donc voilà. Donc de un, il y a eu un coup de sonde, mais je saurais pas les détails sur l'humain. Et de deux, le zonage à Mayotte. Je pense que Émilie qui passe juste après va lever tout le voile sur cette affaire. Voilà. D'accord. Ok, merci. Je pense que les élevages doivent bouger aussi, donc c'est pas forcément. Oui, ils bougent un peu. Puis il y a eu aussi, pareil, il y a eu des boulots, de la modélisation qui a été faite là-dessus avec justement les mouvements des animaux. Et ce qui est assez intéressant, si on a encore 2 minutes, en fait, la maladie, le virus, s'il rentre, il va rentrer par les côtés de Mayotte, par les frontières, par la mer. Et en fait, là, quand on regarde le réseau de mouvements d'animaux, en fait, là, il y a beaucoup de mouvements, c'est plutôt au centre de l'île. Donc, c'est central au niveau analyse de réseau, mais c'est central aussi au niveau géographique. C'est là que c'est un petit peu plus plat, c'est là qu'il y a plus de monde, plus d'animaux. Et en fait, ça va certes rentrer par les extrémités de Mayotte, mais en fait, ça va se diffuser et ça va s'amplifier plutôt au centre de Mayotte. Donc la recommandation qui est faite, c'est qu'en fait, même si ça va arriver par les frontières, plutôt surveiller le centre, parce que là où ça va vraiment s'amplifier, ça sera par le centre. Voilà, il y a deux articles qui ont été publiés là-dessus, et ça s'est vraiment vu pendant l'épidémie de 2018-2019, où au début c'était vraiment au centre, ensuite c'est parti au nord, ensuite c'est parti au sud. Ouais, c'est Dr. Nyang, c'était votre réponse. Dr. Nyang au CHM, c'était juste pour vous préciser, en tout cas, on continue encore à faire des PCR, comme des dengue-like, dont la leptospirose, dont la fièvre vallée des Rifts, et puis la dengue et tout ça. Donc avec lui collé, on continue encore à les faire. À chaque fois qu'il y a un patient. Ce dont on rêverait chez les animaux. Laure, merci beaucoup, c'était absolument passionnant et je pense que dans la salle, il y a plein de gens qui ont envie de te poser des questions parce qu'on a rarement une chercheuse vétérinaire en face de nous. Moi, j'oublie pas les projets de recherche dont on avait parlé ensemble l'année dernière. Merci beaucoup. Éventuellement, si tu peux rester en ligne, parce que peut-être qu'après la communication d'Émilie, il y aura de nouveau des questions qui touchent les mammifères humains et non humains. Voilà, merci beaucoup en tout cas. De un, je reste en ligne. De deux, vous avez vu le GDS de l'autre côté du parking, donc vous pouvez me trouver là ou trouver mes collègues et il y a un point de contact facile. D'ici 2 mois, je serai de retour.